Tiers-livre, une série qui s'appelle 30 minutes. Vous connaissez le principe. On s'immerge avec le petit chrono dans un livre. Pas de reprise, pas de retouche, pas de montage. Juste là, le partage. Vidéo ou audio, comme vous préférez. Mais on va aujourd'hui changer un tout petit peu la règle. J'avais envie de partir sur l'idée d'abécédaire. Alors quelque chose de très simple, je viens de recevoir à quelques jours d'intervalle 2 livres de 2 auteurs que je considère comme des proches, même si je ne sais même pas s'ils se connaissent. Rémi Cecchetto, Tout l'univers aux éditions de l'Attente. Tout l'univers, on en parlera un petit peu plus. En même temps qu'un autre livre aux éditions de l'Attente aussi, Nous ne sommes pas des héros. Et puis des cahiers d'atelier. Qui sommes-nous qu'il nous faille cette encre dans le sang? Et Christian Garcin, à la lettre aux éditions du Léraud, un abécédaire, et puis une odyssée pour Denver. Et la 3e vidéo, ce sera sur mon propre abécédaire, qui était sorti chez Grasset, qui s'appelle Fragments du Dedans. C'est l'occasion d'en lire un petit bout, et puis de revenir un petit peu sur ce que permet cette forme, ce qu'elle a de singulier. Alors, une odyssée pour Denver, elle comporte à la fin un du même auteur de Christian Garcin, ce qu'il a bossé en un peu plus de 20 ans. C'est énorme. C'est pas... Moi, je me suis souvent renvoyé ça à un auteur prolifique. Ben non, c'est ce que tu as de mieux à faire. Donc, tu le fais, et puis à mesure des années, ça s'oriente. Est-ce que c'est prolifique? Ben, ça dépend des formes. Christian est justement quelqu'un qui alterne des formes brèves avec des choses plus longues, des fictions avec des essais. Par exemple, un des premiers livres que j'ai lu de lui, c'était son essai sur Borges de loin. Mais un livre de lui qui m'a rejoint de très près aussi, c'est celui qui s'appelle Les Nuits de Vladivostok, avec une histoire où il y a son propre voyage à Vladivostok, mais il y a aussi une fiction de ce type de Vladivostok qui est embarqué de force à Moscou et qui décide de revenir à pied, ou en tout cas sans un rouble sur lui. Et évidemment, c'est un livre qui résonne encore plus là, en ce moment, sur fond d'abîme. Mais on a parlé aussi déjà Les vies multiples de Jeremiah Reynolds. Jeremiah Reynolds, bah ouais, là, il est début du 19e, fin du 18e, ce type qui faisait ses conférences partout en Amérique sur l'hypothèse de la Terre creuse avec une entrée au pôle sud. Et les aventures de Arthur Gordon Pym, d'Edgar Poe, ça vient droit de Jeremiah Reynolds. Selon Vincent, un texte sur Van Gogh. Il a publié chez Verdier, chez Stock, chez Gallimard, la collection L'un et l'autre avec Pontalis. Il y a toute une série de carnets de voyage. Et ce qui est étrange chez Christian Garcin, c'est ce jeu entre le voyage que tu fais toi et le récit tel que tu l'assembles. Par exemple, Les oiseaux morts de l'Amérique, un livre assez récent, 2018, Actes Sud, où on est dans ces franges de Los Angeles, sous les autoroutes, où ces rivières asséchées, où vivent ceux qui n'ont rien d'autre pour vivre là, sous des bâches détentes. Et puis, comme par hasard, on va y trouver un écrivain. Une odyssée pour Denver, c'est un petit peu cette même famille. C'est-à-dire, c'est marqué Christian Garcin, Une odyssée pour Denver, et aussitôt un inédit de Norwich Resting Hall. Et cet emboîtement, combien de fois on l'a vu, tiens, dans La Maison des Feuilles, c'est-à-dire, qui signe? C'est-à-dire, vous avez un auteur que tout laisse entendre comme inventé, mais les auteurs qu'on invente pour autrefois, ils ont une légitimité du littéraire que nos temps, à nous, nos époques, ont relégué loin. Et puis, comment vous voulez assurer que c'est vrai? Eh bien, il y a une présentation, une préface d'un certain
Georges Traunberg, daté, là encore, 2005, c'est-à-dire que vous inventez avec le préfacier et les inédits et le texte soi-disant publié, un dispositif qui prouve que cet auteur a existé, mais c'est comme une sorte de rêve d'auteur. Il n'est pas le premier à avoir fait ça. Il y a même, à la limite, même dans Louis Lambert de Balzac, il y a déjà ce genre de schéma avec emboîtement. Alors, Christian Garcin, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il est en dehors du web. Là, j'ai fait quelques sondages. Effectivement, ses livres sont disponibles. Alors que, pour pas mal d'entre nous, les livres que les éditeurs laissent tomber, et dans ce cas-là, ils ne font pas de difficulté pour te redonner les droits. Est-ce que c'est pas à nous de les maintenir en vie? Mais à côté des livres, eh bien, il y a tous les articles, il y a toutes les expériences, il y a les archives diverses. Est-ce que c'est pas à nous, là encore, de faire cette toute petite chose aussi simple, aussi banale qu'un site web? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit « j'en suis à l'écart ». Tout ce qui concerne la publication passe par une instance extérieure, l'éditeur. C'est son choix. Pendant un temps, Christian était sur Facebook. Quel plaisir! Les voyages, les réflexions sur le boulot, la documentation. C'est la période même... Christian est quelqu'un qui traduit aussi avec un compère à lui. Ils ont retraduit les nouvelles d'Edgar Poe. Là, à côté de celle de Baudelaire, c'est quand même un beau défi, même s'il y a la part inédite. Et là, récemment, c'était les nouvelles de Melville par le même duo. Christian nous a laissé tomber, Facebook est tout dépeuplé sans lui. C'est pas grave. Alors, à la lettre, c'est un livre non massicoté, édition du Héros, je connais pas tellement. Et moi, là, ça fait une dizaine de jours, au départ, quand je l'ai lu, je dis à Christian, ouais, mais je garde ça pour cet été, parce que... Puis finalement, bon, c'est un petit peu ça, moi, dans ma petite turne, là, les bouquins sont posés à portée de main, puis à tel moment, tu le prends, tu le regardes, après tu te remets à ton boulot. Et puis, à force, je ne l'ai pas démassicoté encore, c'est pour ça que j'ai apporté un grand couteau pris à la cuisine. Mais je l'ouvre au hasard, donc j'ai une page sur 4, et chaque fois, il y a comme ça me tombe dessus. M. Machine. Fascination humaine devant la machine, son absence d'émotion, de questionnement, sa logique binaire. Et aussitôt, une citation. Ça va être ça son système. Tu t'es systématiquement délibéré, fait amputer de tous tes centres humains. Maintenant, tu n'es qu'une machine à réflexe qui se chatouille perpétuellement, pareil à un rat de laboratoire. Philippe K. Dick. Alors, maintenant, il est temps. On démarre le chrono à 30 minutes et on part à la lettre de Christian Garcin. Alors, cette question de l'anthologie de citations, c'est aussi une question en soi. C'est-à-dire, évidemment qu'on fait tout ça dans nos cahiers. Quand on lit, on mémorise pas seulement l'histoire, mais c'est un tour de phrase, un assemblage de verbes. C'est ça qui fait notre matériau. Je pense que pour un auteur, on écrit toujours autant avec ce bassin de choses lues, mémorisées, qu'avec simplement la syntaxe, grammaire et vocabulaire. Hein. Par exemple, Pierre Bergougnoux, que j'ai vu passer tout à l'heure là dans les citations, eh bien, il le dit, c'est une phrase de sa vie quotidienne. C'est un livre que j'ai extrait. Formation normale sup et tout ça, mais je vois bien dans cette espèce de soubassement de ses placards, là d'où il a extrait la suite des carnets de Verdier, il y a des cahiers qui sont simplement ceux qu'il recopie. Et s'il lit l'économiste Keynes, eh bien, il y a tout un tas de citations. Bon, c'est son héritage normal sup. Mais là, Christian Garcin nous donne, au bout de 20 ans de publication, sa bibliothèque d'extraits possibles. La porte ouverte. Point. Donc là, Christian Garcin. Possible, la porte ouverte.
entre guillemets, « Écrire n'est pas mon métier, c'est mon possible », Georges Perros. Et là, vous comprenez qu'au bout de 10 jours, j'ai ce bouquin-là, je suis toujours en train de le tripoter. Pratique n'a pas toujours été le but ultime de toute chose. Point. Donc là, c'est Garcin, entre guillemets. Pour commencer, il est essentiel de rappeler une chose fondamentale qui devrait être un truisme, mais qui ne l'est pas dans le monde qui est le nôtre. La connaissance n'a d'autre fin qu'elle-même. Quiconque veut connaître l'Antiquité, et plus précisément dans cet univers, ce qu'on y appelait philosophie, ne doit en aucun cas chercher à subordonner cette connaissance à quelques fins pratiques actuelles. Pierre Vesperini, que je connais pas du tout. Alors, si on se balade comme ça, au hasard, tiens, puisque j'ai parlé d'Internet, fascination devant un écran et des images animées, par exemple. Alors, si fascination pour lui, moi je ne mettrais pas ça sur ce qui me fascine, je ne le mettrais pas dans l'univers numérique. Mais c'est lui, fascination, c'est les images animées dans l'écran. Est-ce que c'est lié à cette prise de distance avec... Bon, on n'est pas là pour ça, mais l'écran, donc pareil, entre guillemets, la citation, l'écran dans sa suspension hypnotique vous distrait, vous entraîne chaque seconde un peu plus loin de vous-même pour vous abandonner sur des rivages stériles où il ne pousse jamais rien et qu'aucun humain n'a jamais voulu habiter. Simplement, la citation est de Jean Clair. O. La simplicité. Point. Là, c'est Garcin. Je veux en revenir aux choses simples, l'eau et le pain, une jarre, des roses. Jorge Luis Borges. L'article écrire, alors c'est là, évidemment, qu'on est mal quand on n'a pas massicoté le livre, c'est que écrire est un long article. Ça commence par Jean Grenier, entre guillemets, on n'écrit pas librement tant qu'on pense à ceux qui nous liront. On n'écrit pas bien tant qu'on ne pense pas à eux. Jean Grenier. 2. Mais est-ce nécessité ou parce que, entre guillemets, la vie ne suffit pas? Pessoa. Ou trouble du comportement? Garcin, entre guillemets, qui pousse à transformer en mots tout ce qu'on éprouve et avec une sûreté surprenante à passer à côté de la vie. Zébald. Mais ensuite, là, l'article n'est pas fini, et moi je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Solitude. Digne et nécessaire pour beaucoup. Garcin. Et ça résonne encore, ça. Entre guillemets, une solitude intangible est pour l'intellectuel la seule attitude où il puisse encore faire acte de solidarité. Adorno. 2. Une solitude sans divertissement est à coup sûr le souvenir, le souverain bien. Je recommence, c'est une citation d'un japonais, Urabe Kenko, que je ne connais pas. Une solitude sans divertissement est à coup sûr le souverain bien. Ensuite, il y a Montaigne. Ensuite, il y a Pascal. C'est connu, hein. Tout le malheur des hommes provient de ce qu'ils ne savent demeurer seuls dans une chambre. Synonyme. Les vrais sont rares, hormis dans la vulgarisation de termes scientifiques. Un ictère est une jaunisse, sinon il recèle généralement des subtilités de sens plus ou moins évidents. Entre guillemets, les critiques confondent verbiage et souffle, prolixité et puissance. Sioran. Tabac, taché, taciturne. Adjectif qui semble passer de mode. Point. Nous avons bien assez de débats, nous manquons de taciturne. Michel Serres. Puis talent, puis tautologie, puis taux de change. Vilain. Parfois source de malaise, de dégoût. Je me retrouvais dans la ville sépulcrale, détestant le spectacle des gens se hâtant par les rues pour s'extorquer mutuellement un peu d'argent, pour dévorer leurs mets infâmes, avaler leurs bières frelatées, rêver leurs rêves niais et insignifiants. Ils interféraient sur mes pensées.
Joseph Conrad. Peut aussi émouvoir profondément, là c'est Garcin qui parle, lorsqu'on croit s'y reconnaître sans jamais y être allé. Entre guillemets, quand devant une ville inconnue, on s'étonne comme devant un ami qu'on avait oublié. C'est l'image la plus véridique de soi-même qu'on contemple. Jean Grenier, ça résonne. Possible, la porte ouverte. Écrire n'est pas mon métier, c'est mon possible. Georges Perros. Si ça se trouve, d'ailleurs, je l'ai déjà lu il y a 10 minutes, non? C'est dur, l'impro, la loi. Intime, celui-là, je suis sûr que je ne l'ai pas lu. D'intime, intime, journal. D'ordinaire, les journaux intimes se prétendent le comble du naturel et de l'authentique, alors que les omissions, les complaisances, le narcissisme en sont les mobiles, et qu'ils sont répugnants de pose. Jules de Stéphane. Il y a plus de fiction dans le journal d'Amiel ou de Blois que dans les Trois Mousquetaires, Daniel Auster. Idéal, quoique peut-être antinomique du journal intime, n'indiquait que les conditions météorologiques du jour ou le résolument non intime témoignage d'une vie. Tiens, vous suivez sur YouTube les bulletins météo que David Lynch, depuis le premier confinement, met en ligne chaque soir. Savoir. Vous voyez, même sans massicoter plus, j'aurais de quoi les faire, mes 30 minutes. Pas toujours inutile, mais souvent de peu d'importance. Un sot plein de savoir est plus sot qu'un autre homme. La Fontaine, lettre à Racine. Knowing is not enough. Hal Hartley. Savoir n'est pas assez. On n'est fait que de ce qu'on croit et non pas de ce que l'on sait. Mène de Biran. Ouais, ça, bon, d'accord. Science-fiction. Genre qui continue à être méprisé, alors que la majorité des romans qui se publient aujourd'hui en France sont cruellement orphelins de toute imagination et de la moindre prospective poético-philosophique. Prends ça dans tes dents. Eh ben, on va y aller, justement, parce que je sais plus que je lis là parce que je fais la vidéo, ou bien parce que ça fait 10 jours que ce bouquin me tombe dans les mains. Mourir. Le ravissement instantané. Mourir ne m'inquiète pas. Au contraire, je crois que ce sera intéressant. Ingmar Bergman. À noter que le fait d'assister à la mort des autres, mais jamais à la sienne, ne la rend pas plus présente. Au contraire, cela peut l'éloigner de nous et la rendre plus improbable, incroyable. Croire à la mort est très difficile. On en parle, on lit des poèmes, mais je ne crois pas que ça nous arrive. Abbas Kiarostami. Étrange, comme il y a autant de cinéastes que d'auteurs là-dedans. Allez, petit coup de couteau, garçon. Autrefois, c'était les bouquins de Corti qui étaient tous massicotés comme ça. Ça serait bien, en podcast, là. Le bruit du massicotage. Négatif. J'ai pas pu le lire, je l'avais pas démassicoté. Je ne suis qu'une freelance élevant seule sa fille et dont les toilettes ne fonctionnent plus. Bon, ça m'intéresse pas trop. On est chez Kaurismäki encore. Ni. Le voyageur n'était ni beau, ni laid, ni gros, ni maigre. Il ne paraissait pas vieux sans être jeune. Cependant, Gogol. Noblesse. Pour Kafka, les paysans sont des nobles qui se sont réfugiés dans l'agriculture, où ils ont organisé leur travail avec tant de sagesse et d'humilité qu'ils s'insèrent sans la moindre faille dans l'ensemble des choses qu'ils sont, eux, protégés contre tout roulis et tout mal de mer jusqu'à l'heure bienheureuse de leur mort. Synge ne dit pas différemment lorsqu'il indique que les paysans semblent, en un certain sens, se rapprocher davantage des types les plus fins de nos aristocraties, élevés artificiellement selon un idéal de nature, que du travailleur ou du bourgeois, de la même façon que le cheval sauvage est plus près du pur sang que du cheval de louage ou de charrette. Non. Alors, vous dites quoi, vous, sur non? Clair et net, quelle que soit l'élocution. Non est le seul mot sur lequel je n'ai jamais trébuché. Jean-Paul Sartre. Continuez comme ça.
quand même, ça nous en fait du boulot. Q. Kafka. Mais là, Kafka qui s'écrirait Q-A-P-H-K-A. Dans un de ses contes, Borges évoque une latrine sacrée nommée Kafka, Q-A-P-H-Q-A. Je croyais avoir bien lu Borges, j'avais jamais vu ça. Quand est-ce le présent? Ouais, quand est-ce? Quand est-ce le présent? Fastoche, mais Rilke. Lettre de 1922. Allô, Andreas Salomé. Quantité. Quand son héritière vendit les meubles, il fallut pour les emporter 8 camions par jour pendant 6 semaines et demie. Michel Brodeau au sujet de Sarah Winchester. Moi, j'ai visité la maison de Sarah Winchester à San Francisco. Vous savez, elle avait cette idée que tous les gens qui avaient été tués dans la guerre de l'indépendance, dans la guerre nord contre sud, la guerre civile, par des fusils Winchester, tous ces morts la poursuivaient. Et une voyante lui avait dit qu'il faudrait une maison qui ne cesse jamais d'être en construction. C'était l'œuvre de sa vie que cette maison, pour tenir à distance les morts. Salut garçon, on est passé par les mêmes endroits, quelquefois. 40, charnière. Après sa 40e année, aucun homme de mérite ne peut être entièrement dépourvu d'une certaine misanthropie. Schopenhauer. Est-ce que c'est lisible encore, Schopenhauer, aujourd'hui? C'est dur. Ou tout homme qui se respecte doit crever à 40 ans. Sadek Hedayat. Quarto. L'azur, Mallarmé. Bah ouais. Questionnement. J'ai hérité d'un faible pour les œuvres petites, solitaires, n'ayant d'autre objectif que celui d'un questionnement intérieur et d'une quête personnelle. Ying Chan. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? À ces questions que Kant présente comme étant celles éternelles de la philosophie, Montaigne répondit 2 siècles plus tôt, rien. Sa lucidité s'accommodait des ténèbres que les lumières ne sont jamais parvenues à dissiper. Frédéric Schifter. Quitté. Un jour donc, le temps de l'enfance avait pris fin. La maison, le jardin avaient été quittés. Jean-Bernard Pontalis. Étrange que Garcin prenne cette phrase juste un petit peu après que Jean-Bernard Pontalis, qui avait été son éditeur, nous ait quittés. Quoi? Suivi d'un point d'exclamation, il s'agit d'une interjection à la fois stupéfaite et indignée, plutôt marquée 17e, semble-t-il. Quoi, mes plus chers amis? Quoi, Sina? Quoi, Maxime? Corneille. Mais pas uniquement. Quoi, un homme n'a pas pu se démentir un seul instant? Quoi, le silence absolu pourrait passer pour une vérité? Chateaubriand, au sujet de Rancé, il est vrai. R, on va se balader encore un petit peu, où j'en suis de ma demi-heure. Ah, pile à la moitié, génial. N, halluciné, halo. Bah là, ça veut dire qu'on est dans le H. Il faut le massicoter dans les deux sens. Halo, zone floue et indiscernable autour d'un objet, sorte de frontière mouvante de limbe, ainsi peut-être la poésie pour le monde réel. Et là, qu'est-ce qu'il y a juste après? On est toujours dans Halo, mais cette fois c'est une citation de Bergogneau dont je parlais tout à l'heure. Bon, puis oui, de le faire en direct, je peux déchirer le trappe-gueule. Il y a ce qui se passe et puis ce qu'on en pense. On appelle réalité un assortiment parmi d'autres, des deux, des combinaisons meilleures sans doute, pouvaient prétendre à ce titre qui furent écartés. Leurs possibilités inaccomplies, enveloppent d'un halo indistinct, souvent préférable, les arêtes du réel. Ce partage s'est répercuté dans les esprits,
En marge de la majorité consentante réaliste, vivent les adeptes du halo. Bergogneau. Il faudrait que j'appelle Bergogneau pour lire ça, et puis lui dire ça vient d'où. C'est pas parce qu'on écrit ou a écrit des livres qu'on se souvient de ce qu'il y a dedans. Héros. Développement entre eux des amitiés viriles et s'astreignent à des... Héros développent entre eux des amitiés viriles et s'astreignent à des tâches ordinairement réservées aux femmes pendant tout le souper que les deux amis préparèrent eux-mêmes comme des héros d'Homère. Stendhal. Heureux, il peut y avoir des recettes. Par exemple, si on veut être heureux, on ne doit pas fouiller dans sa mémoire. Sioran. Écrire un poème avec un ami, tête contre tête, composer un essai avec un familier, épaule contre épaule, rédiger un décret en poste à la cour, être envoyé en mission dans un pays vassal pour Zhang Chao, ce sont autant d'heureux moments dans la vie. Histoire, et histoire au singulier, bruit, fureur, obscénité, après il y a histoire au pluriel. Tout a déjà été écrit. Nous ne faisons que décliner les mêmes thèmes, les mêmes histoires. Tout quoque, Philly de Jules César répond 19 siècles plus tard. Bon, ça, je vous laisse lire. Bien, allez voir justement qu'on est là un petit peu dans faire. Faire, verbe à tout faire, on peut faire peur, faire plaisir, faire la vaisselle, la bise, l'idiot, le lit, l'amour, l'enfeu, la prière, la fête, la manche, la gueule, le mur, le marché et même la bête, en voulant faire l'ange. Je vais vous faire une confidence, faites-moi plutôt un café, Jean-Pierre Georges. Farivole, chose de peu d'importance. Mais livre, dites-moi un peu, quel rapport entre la réalité et ces fariboles? Hervé Guibert. Le mot faribole, il est dans Rabelais. J'aime bien à cause de ça. Fascination. Ça, on en a parlé. Fatigue, fauvette, faux cul. Et puis ensuite, donc entre faux cul et féral, on a féminisme. Attention, danger. Point. Mais heureusement pour nos consciences désœuvrées, certains nous avertissent. Entre guillemets, le féminisme pousse les femmes à quitter leur mari, à tuer leurs enfants, à pratiquer la sorcellerie, à détruire le capitalisme et devenir lesbiennes. Pat Robertson, pasteur télévangéliste, cité par Chloé Delhomme. Féral, fête, fidélité, fils, voilà, c'est tout. Et donc, Chloé Delhomme, on a quand même une citation d'auteur femme. Si je passe à P, père, chez Kafka et Beckett, par ailleurs tous deux pères, histoire de jouer sur les mots, d'une bonne partie de ce qui a suivi, Robinson et Delamarche, Estragon et Vladimir, Franz et Wilhelm, Sortini et Sordini, Mercier et Camier, Arthur et Jérémie, Clam et Momus, Ham et Clove. Par leur papier. Pour la couleur, c'est selon. Certains noircissent du papier, d'autres l'exercice. Pierre reverdit. Restons sur ce qu'il y a derrière. Papillon, on connaît celui de Chuang Tzu, après avoir rêvé qu'il était un papillon qui volait ça et là, sans avoir aucunement conscience d'être Chuang Tzu. Celui-ci se demanda au réveil s'il était Chuang Tzu rêvant d'avoir été papillon, ou papillon rêvant qu'il est Chuang Tzu. Montaigne, 20 siècles plus tard. Pourquoi ne mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir, n'est pas un autre songer, et notre veiller, quelque espèce de dormir. Paradoxe, tiens, il est super long celui-là. Personne, personnification, persuasion, cela pétait, peuple, philosophe. Image, se méfier. D'innombrables images ont précédé le nazisme, images dans lesquelles son univers était déjà perceptible. Harry Mulisch. Georges Didier Huberman différencie les images voiles que personne ne regarde vraiment, consensuelles, et les images déchirures,
l'exception où chacun, tout d'un coup, se sent regarder. Conséquence de l'image voile, la pensée voilée, que personne ne pense vraiment, consensuelle, envahissante. Atlas, l'enfant qui s'ennuie dans sa chambre et passe des heures à les feuilleter, trace peut-être sans le savoir certaines des lignes directrices de son futur. Là, c'est Christian Garcin. Entre guillemets, on croit parfois voyager sur la planète. On tourne encore comme un hamster dans la cage des longitudes et latitudes forgées par l'atlas de son enfance. Patrick Devine. Autrui, surtout ne pas chercher à le rejoindre, quand autrui est toujours autre, c'est là le fond de l'amour, Emmanuel Lévinas. Avenir semble à certains plus proche aujourd'hui qu'hier. Autrefois, l'avenir était le prolongement du présent, les changements se profilaient loin, derrière l'horizon. À présent, l'avenir se confond avec le présent. Henri Tarkovsky. Un petit peu dans les baies. Bêtise, bêtise bovine, Bouvard, Bovary, l'épisode de la tête de veau à la fin de l'éducation sentimentale, le dictionnaire des idées reçues. Hommage à Gustave. Beauté est sans doute la réminiscence de quelque chose. C'est pour cela que son appréciation varie selon les individus, mais finalement assez peu. Si nos expériences à chacun sont différentes, notre origine est commune. Bonheur, ou encore la nouvelle religion du bonheur me révulse, Pascal Quignard. Son appréciation va de pair avec une sorte de naïveté. Comme Madame de Rênal n'avait jamais lu de romance, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Blues, voire rap versus blues. Allons voir. Tiens, il y a Trip au passage. Tristesse. Ah, Madame de Sévigné. Tristesse, Madame de Lafayette est toujours languissante, Monsieur de la Rochefoucauld toujours éclopé. Nous faisons quelquefois des conversations autour d'une tristesse qu'il semble qu'il n'y ait plus à nous enterrer. J'adore toujours. Tremplin, point de départ, sans relation parfois avec le but recherché. Avoir fait de la jouissance le tremplin de la maternité. Quelle malice, Georges Perros. Alors, où c'était rap. Rêve, réalités insoupçonnées. Ah, là, une citation de Laura Kazich. Des banquiers, des avocats, des femmes au foyer participent à des orgies, survolent leur propre maison complètement nue, équipées de grandes ailes, et puis tout est oublié, tout redevient normal, et le plombier appelle pour dire qu'il sera un peu en retard. Laura Kazich dans l'article Rêve. Pendant l'élaboration de ce lexique, tiens, c'est marrant, ça aurait pu s'appeler lexique, et non pas à la lettre. Ça aurait peut-être été mieux, cher Christian. J'ai rêvé que Philippe Jacotet, mais j'ai rien contre, à la lettre, mais on est plus au mot qu'à la lettre. Alors que lexique, j'ai rêvé que Philippe Jacotet avait écrit le sien dans lequel, à la lettre C, il avait mentionné le mot caillou. Assez bizarrement, je pouvais le voir. C'était une sorte de pavé gris et quadrangulaire posé dans un caniveau. Et la définition était « On a tout à apprendre des cailloux, à quoi je peux souscrire ». Ben ouais, dire le mot caillou, je crois que c'est Diderot qui l'a employé pour la première fois en version écrite. Puis, il y a Rimbaud, les semelles de vent. Le rêve est la corbeille sur l'écran de l'ordinateur. Grâce à lui, on se débarrasse de certains souvenirs qui, sinon, encombreraient la mémoire. Moi, j'ai plutôt des fichiers pour ça dans mon logiciel Ulysses. J'ai même, autrefois, c'était simplement des fichiers Word, des fichiers vrac, comme ça. Mais donc c'est des fichiers où tu stockes, où tu enfonces. J'ai jamais mis ça dans la corbeille de l'écran. La corbeille, non, c'est une fonction. En plus, tu le retrouves avec Times Machine.
Le rêve est indispensable à l'individu comme l'est l'art à la communauté. Sans rêve, l'homme devient fou. Sans art, c'est l'humanité qui devient folle. Leurs rêves comme les rêves comme les romans, l'art ou la poésie ne demandent pas à être compris mais aident à comprendre. Nous sommes orphelins s'ils disparaissent. À présent, je ne fais plus de ces grands rêves qui m'indiquaient la route à suivre. Je dors en vain et me réveille pour rien et me recartesse. Il convient toutefois de s'en méfier dès lors qu'on en devient l'objet. Point, là c'est Garcin, entre guillemets, méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Pourtant, nous qui sommes dans le rêve, on travaille beaucoup comme ça sur le passage de l'un chez l'autre via le rêve. Le fou est un rêveur éveillé, il cauchemarde sans doute plus qu'il ne rêve. Révélation, réversibilité, ricanement. Qu'est-ce que je cherchais? Ah ouais, je cherchais rap, je trouvais encore. Tiens, Russie. Une plaine immense où s'agite un truand. Tchekhov. Rien. Avdei à 67 ans, bientôt il lui faudra mourir, il n'a jamais connu la misère, Dieu l'a préservé des malheurs. Raconte-moi donc ce qui t'est arrivé d'intéressant dans sa vie, lui demanda un jour le jeune seigneur. Grâce à Dieu, je n'ai rien vu de particulier, répondit Avdei. Je vais sur mes 70 ans, et Dieu merci, il ne m'est rien arrivé d'intéressant. Roman. Le roman russe, un roman policier, romancier, personnage qui écrit des romans, c'est-à-dire des œuvres de fiction, et pour qui cette fiction n'est après tout que la vérité souvent arrachée de son puits et revêtue de cette robe peinte. Des phrases imagées, dit Joseph Conrad, qui ajoute que, entre guillemets, la première vertu d'un romancier, c'est la compréhension exacte des limites tracées par la réalité de son époque au libre jeu de son invention. Un romancier, plus même que tout autre artiste, se montre à jour dans son œuvre. Ou un romancier est quelqu'un qui entend des voix à travers les voix. Il se met au lit et tout à coup, elle l'oblige à se lever pour aller chercher une feuille de papier et écrire 3 ou 4 lignes de simples adjectifs ou le nom d'une plante. Ces caractéristiques, ainsi que quelques autres, font que sa vie ressemble fort à celle des fous, ce qui ne l'angoisse en rien. Au contraire, il remercie les muses de lui avoir transmis ces voix sans lesquelles il se sentirait perdu. Il trace avec elles la carte de sa vie. Alors, c'est rap versus blues. R, raccourci, raffinement, radotage. Et on y arrive. On va couper la page ici. Couper la page là, c'est bon, elle s'ouvre. Rap versus blues. Le rap impressionne l'adolescent ou le jeune, son avatar extensible en âge. L'animateur de télévision, le responsable culturel. Le premier y voit une révolte, le deuxième un phénomène social, le troisième une poésie de notre temps. Le rap fait donc l'admiration de gens qui ignorent tout, de la révolte, des mécanismes sociaux, de la poésie. Raison pour laquelle on l'entend partout, les messages vengeurs, moralisateurs et orduriers des rappeurs, de même que leur gestuelle simiesque. Bah dis donc, ça y va franco. Sans parler de leur costard. Moi, avec les élèves de seconde, par exemple, j'ai une expérience un peu différente. Sans parler de leur costard de macro, de leurs survêtements estampillés par telle marque de sport, hurlent leur frustration de mal loti du supermarché social, frustration qu'ils nomment avec grandiloquence la haine. Le blues, disait un vieux guitariste noir, ça se joue quand tu as perdu. Quand tu as perdu ton boulot, quand ta petite amie t'a plaqué, quand t'as même plus un rond pour te payer une bière. Le blues n'exprime pas une protestation sociale, mais chante l'inconvénient d'exister sur le rythme balancé d'un rocking chair. Il ne s'adresse pas aux foules soumises 30 minutes sans réjouissance programmable, mais au petit nombre des mélomanes de la déréliction.
Allez, sur la même page, on en cherche un pour finir. Au bout des 30 minutes, réalité, tiens. Il y a aussi recul, reconversion, recette, redondance, réalité, réservée aux enfants et aux animaux. Pour les adultes, c'est fichu. À partir de 20 ans, on ne vit plus que dans l'imaginaire, on ne vit plus que de ce qu'on a trouvé dans les livres et de ce qu'on a appris, de ce qu'on vous a dit, Thomas Bernhardt. Pour David Cronenberg, toute réalité est virtuelle. C'est justement là que réside notre beauté, entre guillemets, dans notre capacité à croire les choses que nous avons nous-mêmes fabriquées. Nous sommes les seules créatures à pouvoir faire ça. Fin de guillemets, probablement multiple, point, car ça, entre guillemets, tout existe côte à côte et s'interpénètre comme d'immenses motifs qui changent sans cesse. De la même façon, il doit y avoir un nombre illimité de réalités, pas seulement la réalité que perçoivent nos sens, mais un tumulte de réalités s'enroulant et se déroulant, dedans et dehors. Seul la peur et le bon sens établissent des obstacles, il n'y a pas de limite. Bergman, sonate d'automne. Quand on écrit, la réalité des choses ne se transmet pas, mais se construit. Murakami Haruki. Christian Garcin, à la lettre, 30 minutes chrono, plus l'intro.